Moi, je parlerais peut-être plutôt de posture, Ok. de posture, de bienveillance à l'égard des projets. Ce que j'ai essayé de faire aussi beaucoup, c'est de jouer le rôle de facilitateur, de leur apporter, de leur ouvrir mon réseau. Hello, je suis Alexis, le programme manager de Startinov Academy, le programme d'accélération du SPN, et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Startinov Inside. Alors si vous avez eu l'opportunité de binge-watcher les précédents épisodes de Startinov Inside, vous avez pu remarquer, et notamment dans l'épisode numéro 3, que nos accélérés débordaient d'énergie. Et pour cette 4e émission, on va avoir le plaisir de pouvoir échanger, discuter et comprendre ceux qui accompagnent ces porteurs de projets pour canaliser leur énergie dans ce qui est la belle réussite de l'entrepreneuriat. Alors, pour partager ce plateau lors de ce 4e épisode, j'ai avec moi Rémi, Aloïs et Julien. Je vous laisse vous présenter tous les trois. On commence par Rémi. Ok, salut Alexis. Donc moi c'est Rémi, j'ai monté une boîte il y a 2 ans qui s'appelle Beequip Gaming. On travaille dans l'e-sport, la pratique compétitive du jeu vidéo, et on cherche à améliorer les conditions et les performances des joueurs. Ok, merci Rémi de nous avoir rejoints. Aloïs. Salut, donc moi je suis le cofondateur de Pixis, une startup qui accompagne les jeunes et bientôt les moins jeunes à s'orienter, à trouver leur voie et à trouver leur place dans le 21e siècle, notamment en parlant des métiers du futur et surtout des grands enjeux du 21e siècle, à travers les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ok, merci Aloïs. Et salut, Julien Darguès, je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Dans les RH, j'ai créé une première startup en 2010 qui s'appelle Interview App. On est spécialisé sur les technologies d'entretien vidéo automatisées pour le recrutement. Et puis plus récemment, l'année dernière, j'ai cofondé un espace de coworking à Tours qui s'appelle l'EHQ, qui accueille une 60aine de résidents. Merci Julien, merci Aloïs. Alors tous les deux, vous avez la particularité sur cette saison de Startinov, c'est que vous êtes tous les deux entrepreneurs en résidence. Aloïs pour Startinov Studio et puis Julien pour Startinov Academy. Alors, petite particularité sur cette saison, le SPN a souhaité segmenter son parcours d'accélération en 2 parcours distincts. Le premier, c'est Startinov Academy, donc, qui est l'héritier de nos 2 premières saisons Startinov, qui est un accélérateur généraliste. Cette année, avec une petite évolution, c'est que Startinov rejoint l'Atlantic Digital Startup Academy. Attention, un gros mot. En gros, c'est un programme d'accélération européen qui va amener les startups à découvrir les marchés internationaux très très rapidement. Et puis, le deuxième programme d'accélération, c'est Startinov Studio, qu'on a cette année verticalisé sur l'EdTech, puisque le SPN fait partie du réseau thématique French Tech EdTech, éducation, et on a souhaité créer le premier accélérateur dédié à l'EdTech sur le territoire français. Donc, je le redis, Julien à l'Académie, Aloïs au studio. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous les deux nous décrire ou nous définir ce qu'est l'entrepreneur en résidence dans un programme d'accélération? Alors, je vois Aloïs qui dit oui, non. Qui c'est qui veut commencer? Julien, Aloïs? T'as plus d'expérience que moi, je te laisse commencer. Ok, ça marche. L'entrepreneur en résidence, pour moi, c'était d'avoir un œil extérieur pour les accélérer, quelqu'un qui avait une expérience forcément avec son point de vue. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, donc j'ai pas tout vu, mais j'ai la prétention d'avoir vécu quand même quelques déboires et quelques réussites. Donc c'était de partager cette expérience avec eux et surtout de les amener à se poser les bonnes questions. J'avais pas la prétention de pouvoir leur dire ce qu'ils avaient à faire, mais par contre d'attirer leur attention sur des éléments qui moi me semblaient importants pour les amener à réfléchir sur des sujets qui étaient clés dans le développement de leur business. Aloïs? Oui, globalement, des choses assez similaires, avec la particularité, comme tu le disais, que ce soit le secteur des EdTech, qui est un marché qui est très particulier. Tous sont particuliers, mais peut-être encore plus. Et donc avec un peu plus de 2 ans de recul sur ce marché-là, sur ce secteur-là, et sur les acteurs avec qui discuter, j'avais envie de pouvoir leur apporter l'expérience du terrain en quelque sorte, et de pouvoir les aider à
avancer plus vite et à dépasser plus rapidement les obstacles que nous, avec Pixis, on avait rencontrés. Alors, Aloïs, tu nous dis effectivement que le marché de l'EdTech, donc le marché de l'éducation, les technologies au service de l'éducation, c'est un marché particulier. Est-ce que tu peux nous illustrer ce que sont les EdTech au niveau national et pourquoi il est un peu plus compliqué en France qu'ailleurs? Alors, c'est la question que je voulais pas. Non, mais merci. parce que les EdTech, j'ai jamais trouvé de définition vraiment efficace sur ce que sont les EdTech, parce que c'est super large. L'éducation, par définition, touche toutes les étapes de la vie, tous les secteurs de notre quotidien. Et donc, on a souvent tendance à considérer que les EdTech, ça touche l'éducation primaire et secondaire, l'école primaire, le collège, le lycée, éventuellement les études supérieures. Et en fait, on l'a vu dans la promotion de Starting Studio, ça touche aussi la formation professionnelle, ça touche aussi la sensibilisation à plein d'enjeux de société. Et donc, c'est vraiment un secteur qui est très large, avec pour but d'utiliser, comme tu le disais, les nouvelles technologies pour éduquer, pour faire monter en compétences, pour sensibiliser, pour faire apprendre de manière générale. Donc dedans, on retrouve la culture, le tourisme, l'entertainment, la recherche d'emploi, l'orientation, qui est l'objectif, le projet de ta startup, Pixis. On retrouve aussi, certains diront non, mais d'autres aussi, le e-sport, le gaming un petit peu. Et là, l'e-sport, l'e-sport. s'il te plaît. Ok. S'il y a des caméras, s'il vaut mieux que ce soit enregistré comme ça. Ok, Merci. ça marche. Merci mon commandant. Donc voilà. Et puis marché particulier en France parce que des grands donneurs d'ordre qui sont des pouvoirs publics. D'autant plus si on considère que les EdTech, c'est que le secondaire et le supérieur. Là, évidemment, on a un des plus gros ministères en France, qui est le ministère de l'Éducation nationale, qui gère quasiment tous ceux qui opèrent sur cette question de l'éducation. Et donc, c'est un marché qui est entre guillemets sanctuarisé et dans lequel il est très difficile de rentrer. Dans tous les cas, il faut montrer patte blanche à chaque fois. Et donc, si on se concentre que sur le marché public, c'est assez compliqué. Et donc, l'enjeu de ma mission d'entrepreneur en résidence, c'était aussi de leur montrer qu'on pouvait faire des EdTech en s'adressant à des partenaires privés qui, eux aussi, ont intérêt à intégrer le marché de l'éducation. Merci Aloïs, on referme cette parenthèse de l'EdTech, mais en tout cas c'était important de préciser que quand on est entrepreneur en résidence sur un accélérateur verticalisé comme celui-ci, la connaissance du marché est primordiale. Tout à fait. Alors c'est vrai que Julien, on est sur un accélérateur avec l'académie qui est généraliste. Donc on avait des projets qui étaient liés à l'économie sociale et solidaire, le Tech for Good. On avait des projets plutôt orientés RH avec Optimize. On avait le projet de Rémi sur le e-sport. L'e-sport. Sur l'e-sport. Tu dis pas le escrime, tu dis pas ok. l'escrime, tu dis Pardon. l'e-sport. Tu dis Ça l'escrime. marche. C'est pareil. Tu vas me reprendre tout au long de cet épisode. Je Hein. pense. Ok. Gros burger, on a un problème. Gros burger. Celui-là, il peut le garder. Il peut le garder. Ok. C'est quoi les 3 choses à retenir de la mission de l'entrepreneur en résidence? Les 3 compétences ou les 3 challenges hebdomadaires que vous sollicitiez de la part de vos accélérés? Waouh, question difficile. On aurait pu se préparer avant là-dessus. Prends un exemple sur moi, s'il te plaît, merci. Donc les 3 choses à retenir, moi je parlerais peut-être plutôt de posture, Ok. de posture, de bienveillance à l'égard des projets. Ce que j'ai essayé de faire aussi beaucoup, c'est de jouer le rôle de facilitateur, de leur apporter, de leur ouvrir mon réseau. Parce que j'avais pas forcément les bonnes solutions ou les bonnes réponses à leur apporter, donc plutôt jouer ce rôle de mise en réseau. Et puis un 3e point, parfois de bousculer un petit peu. Voilà, essayer de les faire sortir des sentiers battus ou des idées préconçues qu'ils pouvaient avoir, quitte à être parfois un peu provocateurs, mais surtout pour les amener à se reposer les bonnes questions et à se remettre en question. Alors c'est intéressant parce que dans les 3 thématiques que tu fais ressortir ici, on aperçoit les contours d'une expression qu'on a formalisée pendant l'épisode numéro 1, qui est la bienveillance, première des postures que tu nous as évoquées, et en même temps une bienveillance qui doit être impitoyable. C'est ça. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de ce terme parce que on l'avait pas formalisé comme ça ici, mais ça définit bien ce qu'on essaye de mettre en œuvre. En tout cas, on est toujours à l'écoute, on est toujours attentif, mais
on est aussi exigeant. Bon, on est sur la même longueur d'onde, c'est bien. Voilà. Aloïs, toi, comment est-ce que tu mets en œuvre cette bienveillance impitoyable? Alors, pour pas redire des choses, parce que je pourrais redire la même chose que Julien, mais peut-être qu'en 3 mots, étant donné que j'avais des projets un peu plus jeunes que le Startinov Academy, d'abord structurer, les aider il y avait des très belles idées, mais c'était des projets assez naissants finalement, et donc de les aider à se structurer, à faire un master plan, éventuellement à faire des backlogs, des choses comme ça pour qu'ils puissent avancer et avoir des grandes étapes toutes les semaines pour surveiller leur progression en quelque sorte. Ouais, éviter l'éparpillement. Évite, tout à fait. Alors, Aloïs, le Grand Burger nous demande de définir master plan et backlog. Peut-être que Rémi et Julien pourront t'aider. Tout à fait. Je veux bien. Moi, je ne suis qu'un accompagné, donc je laisse le résident définir. Ce que nous, on a voulu faire avec leur master plan, c'était de pouvoir définir des grands objectifs à court terme, moyen terme et long terme, et des tâches à accomplir dans chacun de ces objectifs-là, qui sont très précises, qui sont exprimées sous forme de résultats, pour pouvoir, toutes les semaines, en gros, cocher des cases. Dans ce résultat, je l'ai obtenu ou je ne l'ai pas obtenu, et si je ne l'ai pas obtenu, pourquoi je l'ai obtenu. Et on travaille sur ce pourquoi je ne l'ai pas obtenu, pour pouvoir avancer et pour pouvoir déverrouiller des obstacles. Et le backlog, c'est un outil qui est utilisé, je pense, par 99,9% des startups, qui consiste à diviser des sprints techniques. Donc diviser ce qu'on doit vérifier, ce qu'on doit aller chercher en des histoires, des stories, Voilà. des histoires très très courtes. C'est des tâches, quoi. Et C'est des des tâches. tâches, c'est une réserve de tâches, et quand on doit définir qu'est-ce qu'on fait ensuite, ce qu'on appelle les next up, eh bien on va regarder dans le backlog et on priorise ce qu'on va faire ensuite. Donc on a toute cette réserve d'idées, de fonctionnalités, de choses à faire. Voilà, c'est juste une réserve. Merci. Donc ça, c'était la première Voilà, posture. structuré. Voilà, structuré. Le deuxième mot, ce serait challenger, et je ne vais pas redire ce que Julien a dit, mais c'est le côté où on est un peu plus impitoyable et on va chercher ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ne veulent pas dire, ce vers quoi ils n'osent pas aller parce que ce serait trop difficile, parce que ce serait trop compliqué, etc. Et puis beaucoup aussi, et là on rejoint beaucoup plus la bienveillance, rassurer. On sait très bien que le parcours d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est fait de haut et de bas, et c'est très facile d'être présent dans les moments de haut où tout va bien, où on réussit sa levée de fonds, où on n'a que des réussites, etc. Par contre, dans les moments où on a eu quelques échecs, on n'a pas réussi à avoir un client, enfin des moments un peu plus bas, c'est là où il faut être là, il faut rassurer, il faut relancer une dynamique, et je pense que c'était une des grandes missions aussi. Super. Merci à tous les deux pour cette définition. Donc toi, Rémi, qui a... Bonjour, ça va? ça va très bien, merci. Voilà, donc tu es sur l'e-sport, hein, voilà, sur on a compris. l'e-sport. Donc toi, tu as bénéficié de la mission d'entrepreneur en résidence de Julien pendant Absolument. Startinov Academy. Est-ce que tu rejoins ces 3 postures, cette vision qu'ils nous ont partagée? Tu veux que je te dise s'il a dit la vérité Ouais. sur comment il était? Ouais. Ça va, il a plutôt bien dit les choses. Je pense que le premier élément et ce qui m'a frappé la première fois qu'on a travaillé avec Julien, c'était sa rapidité de compréhension du sujet. On a tous des projets différents. Tu as un projet, alors tu vas nous parler de ton projet dans quelques instants, Ouais. mais c'est vrai que s'approprier un projet sur une compétence, sur une thématique définie, et sur la tienne qui est quand même un petit peu particulière. De manière générale, je pense que quand tu as entrepris un projet, les schémas sont relativement similaires, les schémas de développement. D'accord. Par contre, ce qu'il faut appréhender, c'est les spécificités du marché. Mm. Quel levier tu peux tirer ou pas tirer. Et c'est vrai que dans ces cas-là, il faut une capacité d'adaptation qui est assez rapide. Donc ça, je pense que c'était la base. Julien, il l'a parce que il l'a dit tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'il drive des projets différents. Donc forcément, à force, tu as l'habitude de jongler de l'un vers l'autre. Donc ça, c'était la première chose. Avec en plus un bagage de connaissances qui est important et qui permet justement de se challenger sur nous, ce qu'on pense être nos convictions. On n'a pas 10 ans d'expérience quand on crée un projet, au contraire, on a peut-être 10 mois avec de la chance, ce qui était d'ailleurs ma chance. Et ensuite le réseau. Et là-dessus, c'est vrai que ça a été le mot facilitateur est réel. Ça permet. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plein de personnes, pas que Julien, mais tout l'écosystème autour de Julien, pour voir est-ce que ma stratégie est bonne, comment est-ce que je vais aller débloquer cette situation, me trouver des nouvelles idées. De backlog, j'avais pas l'expression exacte, mais des opportunités business, voilà. Plein de sujets comme ça qui font qu'en fait, j'arrive à la fin de Startinov avec des réponses, encore plus de questions,
Mais ça c'est très bien parce Souvent que le cas. voilà, mais parce que ça me permet justement de voir venir quoi, d'organiser mon quotidien pour la suite. Et voilà. Et donc le quotidien de ton projet, BigQuip, parle-nous un petit peu de BigQuip. BigQuip, BigQuip c'est une startup de l'e-sport, Ah ouais du jeu vidéo, absolument. BigQuip, l'histoire elle est assez simple. Moi j'étais pas entrepreneur à la base. J'ai un ami d'enfance qui me téléphone en 2017 en me disant on va chauffer les mains des joueurs de jeux vidéo. Là, je me dis qu'il a un problème, je vais le voir. Ça faisait 10 ans qu'on se voyait peu. Et là, je découvre, qu'il avait travaillé sur un produit, 2, que ça chauffait vraiment les mains, et 3, qu'il y avait un marché qui était en train de naître, ou voire d'exploser plutôt, et c'était la pratique compétitive du jeu vidéo. Pourquoi se chauffer les mains? Quand on a froid aux mains, on perd en dextérité, et donc se chauffer les mains, ça permet d'avoir une bonne agilité des doigts et de cliquer plus vite, ce qui est essentiel quand on joue à l'ordinateur ou à la console de manière compétitive. De ce petit constat-là, et après avoir vendu pas mal de chauffe-main, on s'est dit il faut qu'on voit le projet dans une plus grande envergure. On va répondre à toutes les problématiques physiques des joueurs de jeux vidéo. L'objectif, c'est quoi? On améliore les conditions de jeu pour améliorer les performances du joueur. On remet le joueur au centre de la perf, ça veut dire qu'on ne dit pas que c'est la machine qui fait la performance, mais c'est bien le joueur qui est derrière, comme n'importe quel athlète. C'est pas un débat savoir si l'e-sport est du sport ou non, mais en tout cas il y a une performance physique à donner, une performance physique, cognitive à donner quand on est joueur de jeux vidéo. Et avec BigQuip, c'est ça qu'on va tâcher d'améliorer au travers du développement de nos innovations. Ok, et donc vous venez faire ça à Poitiers justement parce que Poitiers, capitale du gaming. Ah, alors l'histoire de Poitiers, c'est vrai qu'à la base on va pas faire toute l'histoire de Poitiers. Alors on va faire l'histoire très rapidement, mais je te remercie, c'est en train de dire que je parle beaucoup. Non, mais l'histoire de Poitiers, elle date, elle est super. J'ai pas parlé pendant 10 minutes les gars, donc là je vous préviens, je lâche pas. Et voilà, il va truster cet épisode. Non, je vais pas le truster. Très brièvement, Poitiers organise depuis 20 ans, c'était la 20e édition il y a quelques temps de la Gamer Assembly, à laquelle on a participé évidemment l'an dernier. Nous à la base on est parisiens. Et on avait un nouveau projet assez ambitieux en tête. À Poitiers, on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens de la communauté urbaine et de l'environnement e-sportif de Poitiers. Ils ont montré un vrai intérêt pour le projet. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé incubé ici déjà, déménager la boîte ici, parce qu'il y a une vraie volonté au niveau des pouvoirs publics de développer l'e-sport, parce qu'il y a un vrai écosystème start-up qui répond à nos besoins, et parce qu'il y a des infrastructures assez impressionnantes, notamment sur les thématiques de l'éducation et des équipements qui répondent tout à fait à nos objectifs. Voilà, j'y reviendrai peut-être en détail après, mais que ce soit les études cliniques. Voilà. Merci. Donc tu le disais tout à l'heure, on a parfois la chance ou pas d'avoir 10 mois d'expérience, de connaissances dans son secteur. Moi j'aimerais un petit peu revenir, faire un flashback sur vos parcours. Julien, tu as dit 10 ans d'expérience d'entrepreneur. Aloïs, c'est un peu plus récent, mais quand même une belle connaissance du marché de l'EdTech en France. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à être entrepreneur en résidence à Startinov et qu'est-ce qui s'est passé avant un petit peu? Qu'est-ce que vous faites dans vos vies? C'est quoi vos boîtes? Alors, ce qui m'a amené à être entrepreneur en résidence, c'est parce que tu me l'as demandé. Ouais, mais ça on verra. Donc voilà. Un flashback sur mon expérience d'entrepreneur. Écoute, moi je suis sorti de l'école, j'ai fait une école de commerce, l'ESM Tours Poitiers. Donc je suis sorti en 2010 et j'ai créé ma boîte en sortant de l'école. À l'époque, ça marchait pas terrible quand j'ai commencé à parler d'entretien vidéo automatisé à des recruteurs. Ils avaient à peine Skype, il y avait à peine Skype en entreprise, donc voilà, c'était trop radical pour eux. À ce moment-là, j'avais développé une autre activité pour pouvoir manger, qui était plutôt une sorte d'agence digitale, où finalement on avait en parallèle notre projet. Et puis de l'autre côté on construisait des outils pour des clients, mais c'était intéressant parce que ça nous permettait de pouvoir transférer des expériences qu'on avait dans notre expérience d'entrepreneuriat à des clients qui avaient besoin de nouvelles solutions, qui cherchaient à innover. Donc on a fait ça pendant 4 ans, quasiment 4-5 ans. Et puis 2014-2015, le marché du logiciel RH a commencé à se développer. On a eu de la concurrence qui est arrivée en France et un peu partout dans le monde sur ce segment précis de l'entretien vidéo automatisé. Et là, on a décidé de remettre le pied sur l'accélérateur de ce projet-là. Tu as fait fermer la boîte de potes à moi, en effet. Oui. Sur le segment, on en avait parlé. Ouais, y en avait pas mal du coup qui se lançaient là-dessus. Et puis nous, on a profité de ce vent favorable. Quand il y a de la concurrence, il y a un marché.
Voilà. Et le time to market, du coup, est important. Voilà, ça, je l'ai appris aussi à nos dépens. On aurait pu arrêter, mais le fait d'avoir cette autre activité, ça nous a permis de continuer à survivre et d'attendre ce bon time to market. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire en français, pour éviter le franglish, puisque le grand burger n'aime pas ça, ce qu'est le time to market? Eh bien, le time to market, c'est le bon moment pour lancer son produit ou son service sur le marché. Parfois, il faut attendre que le marché soit prêt à acheter son produit. Et comment tu le sais en fait? C'est ça le truc. Hein. Comment est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est le feeling? Et tiens, je vous en tiens ce matin, je pense que c'est bon. Mon time to market est là? Ou On peut débattre ou pas? C'est une émission politique ou plutôt une émission de divertissement? C'est pas politique, je te laisse parler. Par contre, t'as envie de donner ton point de vue. Ah bah tu le connais. Non. Vas-y. Ah ok, je te donnerai mon point de vue. Nous, le time to market, il a été assez simple parce que notre projet était toujours en ligne. Il y avait toujours quelques personnes qui venaient, qui s'inscrivaient, qui créaient des comptes. Mais c'est à partir du moment où on a vu en l'espace de 2 ans, 3 concurrents, peut-être même plus, qui sont arrivés sur ce marché-là à proposer la solution et dont un qui a levé de l'argent auprès d'investisseurs. Donc là, on s'est dit que c'était le bon moment d'accélérer aussi. Voilà. Donc c'était pas du feeling, c'était juste de l'observation, de la veille. Et parce que vous étiez toujours sur le marché. Et puis pour comprendre aussi, c'est que le fait qu'on soit plusieurs acteurs, ça permet de démocratiser, d'acculturer aussi notre cible à cette nouvelle technologie. Donc il y a un moment, on n'allait plus en rendez-vous pour expliquer ce qu'on faisait. On y allait pour expliquer quelle était notre différence par rapport à nos concurrents. Et donc ça fait gagner un temps précieux. Pour aller dans le même sens, effectivement, l'aspect combien de concurrents on a, quelle force ils ont, et est-ce que c'est juste des petits projets à droite à gauche, ou est-ce que ça devient des vraies boîtes, des vraies startups avec une vraie solution, ça permet de se rendre compte. Je prends l'exemple de l'orientation scolaire. Quand on s'est créé il y a 2 ans, on était 2 ou 3 projets qui avions des idées, mais voilà, c'était très très jeune. Là, aujourd'hui, je pense que facilement, sans réfléchir, je pourrais citer 7 ou 8 startups vraiment structurées qui travaillent sur l'orientation. Et effectivement, je rejoins ce que tu dis. Désormais, quand on va voir des partenaires publics ou des entreprises privées, on ne vient plus expliquer ce qu'on apporte au marché de l'orientation. On vient expliquer comment est-ce qu'on le pense et quelles solutions concrètes on apporte, quelle valeur ajoutée on apporte. Et on le voit, comme on le disait tout à l'heure, c'est un marché qui passe beaucoup aussi par de la commande publique. Il y a 2 ans, il fallait qu'on prenne nous-mêmes des rendez-vous avec des décideurs pour dire regardez, on propose quelque chose en plus. Aujourd'hui, on reçoit des appels, on reçoit des mails parce qu'il y a de la commande publique qui apparaît. Et je pense que là, typiquement sur le marché de l'orientation, on est encore peut-être au tout début, mais le time to market est vraiment pas loin, si on n'est pas déjà dedans. Okay. Donc vous avez arrêté de faire de la pédagogie pour faire de la démonstration, de la démo, et on fait plus de prospection, on fait de la vente. Ok. Alors toi, tu nous disais avoir une définition particulière ou Non, j'ai pas ma définition à moi du time to market, parce que je suis globalement d'accord avec ce qui s'est dit, mais en fait, on a une opinion qui se rejoint. C'est pas le timing qui est arrivé une lumière bénie. On sait tous qu'il y a des traversées du désert quand on monte un projet. Peut-être que si tu n'avais pas lancé ton projet quelques années avant, tes concurrents ne seraient jamais arrivés. Je pense que ce qui est super résumé dans ces expériences, c'est que tu as forcément une phase de traversée du désert. Fort heureusement, tu avais ton activité à côté qui te permettait de jongler avec les deux. Parfois, il y en a qui font pas ça, et c'est pour ça qu'il y a ces images d'entrepreneurs qui ont un métier à côté et qui doivent travailler la nuit parce que simplement la journée, ils n'ont pas le temps. Ça dépend. Mais je pense qu'avant tout, le timing, tu parlais de veille, c'est le time to market. Rater sa startup, pour prendre le point dans ce sens-là, pour des questions de timing, pour moi, c'est surtout une mauvaise étude du marché, de sa maturité, de ce qu'on est prêt à faire, parce que justement, on n'a peut-être pas identifié une barrière, on n'a pas identifié une opportunité, on n'a pas identifié une menace. Donc non, c'est vraiment plutôt du boulot. Disons, quand on m'explique qu'une startup a réussi parce que la conjoncture était bonne et donc ça les a illuminés. Moi, c'est vrai que j'ai un peu de problème avec ça parce que ça enlèverait en plus de la valeur au travail de l'entrepreneur. Alors que c'est pas vrai. Heureusement qu'il a eu le courage d'innover à ce moment-là, que sans doute il s'est fait en plus un peu taper dessus au moment d'innover, parce que c'est complètement loufoque au début, et tant mieux. Plus les gens vous diront que c'est loufoque, continuez, vous êtes dans le droit chemin. Mais non, c'est pas une lumière divine comme on peut l'entendre dans pas mal de conférences là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut casser le mythe de l'innovation, de la grande idée, de l'Eureka, ça y est, j'ai eu l'idée.
Dans l'innovation, c'est tout un processus d'itération, d'échec, d'adaptation qui prend du temps. Et c'est écrit dans pas mal de bouquins. Les idées en soi, c'est 1% du boulot. Donc tout le reste, c'est de l'exécution, c'est du travail. C'est pour ça que même quand je voyais les projets qu'on a sélectionnés, les dossiers, moi je m'attachais pas forcément à avoir l'idée Eureka, mais surtout voilà, est-ce que derrière il y a une équipe pour les exécuter, est-ce qu'il y a de la concurrence, donc il y a un marché, voilà, des choses beaucoup plus tangibles que ce fameux mythe de l'innovation. Après, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'on contrôle pas tout quand même. Et que, oui, effectivement, il y a 1% d'idées et 99% de transpiration, ça c'est sûr. C'était le slogan de T-shirt voilà, Startup c'est Weekend. pour ça. C'est tellement cliché. mais je pense que si on doit rajouter 5% de chance pour arriver à 105%, il y a... Ouais, peut-être. Enfin, c'est important aussi. Tu peux... effectivement, tu peux rater le time to market parce que t'as pas saisi une opportunité, parce que t'as pas vu un obstacle, etc. Ou peut-être aussi que tu vas rencontrer la bonne personne au bon moment. Peut-être que tu vas croiser la route d'un Julien qui va te mettre en contact avec la bonne personne et que ça va tout débloquer. Enfin, il y a aussi cet aspect de rencontre, d'interaction et finalement de Mais chance. ça, c'est à ton travail. C'est pas de la chance, c'est que tu l'as provoqué. C'est comme on dit toujours, tu mais provoques la chance, un peu tu la des provoques. opportunités. Ouais. Et voilà. Et la seule différence entre ce qu'on dit, c'est que toi, tu me parles de rater ton time to market. Moi, je te dis en amont, le nombre de personnes qui m'ont dit non, mais là, c'est un peu trop tôt, ton projet, je pense Oui, que non, tu mais devrais c'est pas. Alors, cette phrase-là, c'est quand même la meilleure de l'histoire. Parce que eux savent très bien quand est-ce qu'il va falloir lancer le produit, évidemment. Et donc, une fois qu'on a commencé à vendre quelques chauffe-mains, et après, j'arrêterai sur le chauffe-main parce que c'est pas le sujet du jour. Alors là, d'un coup, c'est non, mais les mecs, vous avez raison, vous avez pris la vague de la nouvelle tendance de divertissement, vous êtes en plein dedans, mais vous allez cartonner. Bon, comme ça met un peu plus de temps que prévu, là, enfin, voilà, ça veut rien dire le time. Ça veut aussi dire que le time to market, il faut le créer. Hein. Il faut complètement le créer. C'est ton il faut... projet, de ton Voilà. projet avec Interview App. Aloïs, sur Pixis, et tu pourras peut-être nous parler un petit peu de Pixis, vous avez aussi été dans une phase où vous avez fait énormément de pédagogie, et vous étiez les premiers à devoir dire attention, la tech au service de l'orientation, c'est possible. Non seulement c'est possible, et surtout, peut-être que la tech au service de l'orientation, c'était globalement compris, mais dans le sens où c'est les opérateurs publics qui doivent sortir des logiciels, qui doivent sortir des solutions numériques pour aider à l'orientation. Que ce soit des acteurs privés qui viennent proposer des solutions numériques, là, c'est là où on a dû faire beaucoup c'est de... le mal. Voilà, on avait fait l'expérience en appelant un même établissement avec la start-up et avec une association. Bizarrement, ça passait beaucoup mieux avec une association qu'avec la start-up. Mais donc ça, c'est pour l'anecdote. Mais par contre, ce qui a été compliqué à faire comprendre, c'est que nous, Pixis, on venait pas avec une solution justement qui allait remplacer tous ceux qui étaient déjà là et qui allait régler tous les problèmes de la Terre. On venait simplement avec un outil au service de ceux qui travaillent sur l'orientation, au service des professeurs, au service des prescripteurs des missions locales et de tous les acteurs qui travaillent sur l'orientation et l'insertion professionnelle. Et qu'on n'était pas le Messie et qui visait à remplacer tout ce qui était déjà existant. C'est là où on a beaucoup ramé. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de concurrence qui arrive, avec des visions souvent différentes, et beaucoup plus dans une solution solutionniste, justement, et qui va régler tous les problèmes, ça nous a permis de montrer notre vision différente, notre approche différente et notre posture différente. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on était beaucoup moins sur la technologie, c'est la bonne solution, ça va tout résoudre, etc. On était beaucoup plus sur notre vision, notre posture va vous permettre d'améliorer vos performances, pour faire un parallèle entre nos deux projets. Tu m'amènes un concurrent dans l'émission. et la manière dont on accompagne et dont on oriente les jeunes. Merci pour ce moment d'échange. Là, c'est le genre d'émission qui me plaît bien. On est dans de la pédagogie, en tout cas on partage ce qu'on fait ici. Parce que tu disais, vous êtes cliché avec votre 1% et 99% de travail. Et pour autant, effectivement, c'est peut-être très standard, très bateau dans le milieu startup. Mais nous, on est ici pour partager la vocation à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et c'est ce qu'on fait tous, hein. D'ailleurs, on peut prendre 2 minutes pour en parler. Julien, fondateur de Palo Alto à Tours, organisateur de combien de Startup Weekend maintenant à Tours? On fait le 10e là en juin. Voilà, en fait le 10e Bravo. sur les Civic Tech, je crois que j'ai vu. Exactement. Voilà.
Bravo. Aloïs, toi aussi, co-organisateur, participant des Startup Weekend à Poitiers, des hackathons, toute la dynamique qu'on essaye de mettre en œuvre. En quoi cette dynamique qu'on met en œuvre justement dans ces écosystèmes, dans nos écosystèmes respectifs, que ça soit à Angoulême-La Rochelle, à Niort, à Poitiers, à Tours, en quoi ça contribue à votre mission d'entrepreneur en résidence? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Alors, pour moi, la première chose, c'est que aussi bien quand je participe à tous les événements que tu as cités, quand j'organise des conférences ou quand j'interviens dans des établissements scolaires, ce qui me tient à cœur, c'est de désacraliser ce mot entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que quand on dit entrepreneuriat, on pense start-up, on pense Mark Zuckerberg, on pense tous ces grands noms, ces héros des start-up et de l'entrepreneuriat. Pour moi, le message que j'essaie de faire passer, finalement, entreprendre, c'est juste prendre sa vie en main, en fait. Et c'est juste vouloir créer des projets. C'est pas forcément une entreprise, ça peut être une asso, ça peut être juste une action à un moment donné, mais pour essayer d'apporter des solutions, d'apporter une réflexion par rapport à un problème qu'on a identifié. Et ça passe pas nécessairement par créer une startup. Si ça passe par créer une startup, c'est très bien. Ça va créer de la valeur, ça va créer de l'activité. Éventuellement, si ça marche très bien, ça va créer de l'emploi. Donc c'est très bien. Mais entreprendre, c'est juste se mettre en mouvement, en fait. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur, aussi bien dans la mission entrepreneur en résidence que dans toutes les activités auxquelles je participe. Et ça me paraissait important de le faire. Une nouvelle forme d'engagement pour l'entrepreneuriat. Résumé, on ne sera pas tous Elon Musk ou Mark Zuckerberg. Malheureusement. Non, on ne sera pas tous Mark Zuckerberg, mais c'est important, je pense, d'avoir des modèles aussi. Ça, c'est sûr. De pouvoir être inspiré par des gens ou des organisations, pas forcément des entrepreneurs d'ailleurs, mais c'est important d'avoir des modèles qui puissent nous amener à sortir de notre zone de confort et à faire des choses. Et au-delà de l'entrepreneuriat, moi je parle aussi souvent d'intrapreneuriat. C'est au-delà de ça, c'est de pas se limiter à faire des choses répétitives, à mettre un peu plus de fun dans sa vie, de libérer ses idées, sa créativité, ses envies, et de pas je sais pas comment exprimer ça vraiment, mais ça se limite pas aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Tout un chacun dans sa boîte, on peut. Ouais, la routine, c'est comme dans le couple, il en faut pas dans sa boîte. Ouais, voilà. Bon, c'est bien résumé. Okay. Je vais le noter, ça. Je le ressortirai un de ces quatre. Ça pourrait être utile. Et pour rebondir, tu parlais de modèle et je suis d'accord avec toi. Pour moi, être entrepreneur en résidence aussi, c'est aussi valoriser un écosystème dans lequel on évolue. Et de pouvoir aussi montrer des modèles locaux. Parce qu'on a parlé de Mark Zuckerberg, par exemple, on n'est pas obligé d'aller chercher des modèles outre-Atlantique. On peut aussi très bien trouver des modèles locaux ou régionaux. Je sais pas, si je prends par exemple quelqu'un qui voudrait travailler sur l'éco-conception, il n'a peut-être pas besoin d'aller chercher des gens au national ou à l'international. Il peut peut-être juste aller voir Emery Jacquia à Niort, par exemple. Ou aller voir... Emery Jacquia, patron de la CAMIF, qui a repris la CAMIF après sa descente aux enfers et qui en a fait une boîte florissante et respectueuse de tous les acteurs de l'écosystème. Et de tous les acteurs de l'environnement aussi. T'es trop jeune pour la CAMIF. On va consulter le site web de la CAMIF. Mon bac, écoute, chacun son truc. Donc c'est aussi ça, mais c'est aussi ça de pouvoir valoriser des acteurs locaux qui ont des activités à la fois innovantes mais aussi responsables et en lien avec les grands enjeux du 21e siècle, et de pouvoir valoriser tous les si on revient sur les EdTech, la chance d'être à Poitiers quand on fait venir des startups dans Startinov Studio, c'est aussi de pouvoir valoriser tous les opérateurs historiques de l'éducation qui sont à Poitiers, tout l'écosystème Poitiers Capitale de l'éducation au service de ces projets-là. Alors, mission d'entrepreneur en résidence, c'est rencontrer des startups toutes les semaines, c'est les suivre, les challenger, savoir comment elles évoluent, connaître aussi le ressenti et le mood de l'entrepreneur à un moment T. Donc moi, Julien, je suis venu chercher pour Startinov Academy. Aloïs, c'est Fabien, programme manager de Startinov Studio, mon collègue qui était dans l'émission précédente, qui t'a sollicité. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui ? Outre tout ce qu'on vient d'évoquer, quelle est la petite différence ? Parce que concrètement, c'est un travail dans son travail. Alors première chose... Thune, pardon. Cool.
Je l'avais jamais fait, donc c'était un challenge, voilà, une expérience à faire. Donc je me suis dit, allons-y, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je serai pas bon, mais au moins je saurai que je suis pas bon, ou ça me permettra de m'améliorer pour d'autres expériences. Et puis autre chose, m'enrichir aussi d'entrepreneurs qui avaient plein d'énergie à revendre, et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi de recharger les batteries et de me remettre en question aussi sur d'autres projets que j'étais en train de piloter par ailleurs. Voilà. C'est des motifs très nobles. Ouais, par les thunes, tu veux dire. T'as piqué des idées ou pas maintenant, tu peux nous le dire? Non, j'ai pas piqué d'idées, non, cool. non. Sympa. Et toi, Aloïs? Moi, c'était aussi, alors, je vais pas répéter le côté enrichissement personnel et enrichissement pas que par la thune du coup, mais de pouvoir profiter aussi de l'énergie des entrepreneurs qu'on a en face de nous, de remettre en question tout un tas de pratiques qu'on a. Je le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans qu'on a, un peu plus de 2 ans désormais qu'on a lancé Pixis. On a des pratiques qui sont un peu routinières justement, et de devoir les réexpliquer, de devoir faire de la pédagogie sur ces pratiques-là, ça m'a aussi permis de remettre en question tout un tas de choses que je faisais. Mais c'était la volonté première. C'était effectivement, c'était une première expérience, je l'avais jamais fait aussi, mais c'était aussi pouvoir rendre ce que beaucoup m'ont apporté. Je considère que tout mon parcours, j'ai pu avancer dans mon parcours grâce à des rencontres. Je suis devenu entrepreneur après avoir rencontré une personne qui m'a motivé, qui a su me montrer que j'avais des idées et qu'on pouvait mettre des choses en œuvre. Ensuite, le projet Pixis a pu avancer grâce à des accompagnements, que ce soit à Paris avec Make Sense ou à Poitiers grâce aux rencontres nationales du numérique. Ça m'a beaucoup apporté. Ça a donné à chaque fois des gros coups d'accélérateur à Pixis. Et j'avais envie de pouvoir redonner ça en apportant et en donnant un coup d'accélérateur à mon tour à des projets, j'espère que je l'ai bien fait, mais à des projets... on le verra bientôt. Voilà. Oui, parce qu'on précise, le démodé du Starting Off Studio est en juin à Poitiers, et on va bientôt communiquer dessus. Voilà. J'espère que tes startups sont prêtes. Certaines. Non, leur sortir le côté impitoyable. C'est impitoyable, c'est ça. C'est ça. Il y en a des. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir voir que sur 5 startups, il n'y a pas un modèle de startup. Il y a des chemins à suivre, mais le chemin ne sera jamais appliqué à 100%. Oui, puis on ne veut pas de conformité. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des startups qui sont très bien dans les clous et qui sont prêtes 2 mois avant, qui ont déjà une présentation à faire et qui sont prêtes et qui peuvent faire des allers-retours. Il y en a d'autres qu'on doit relancer, et peut-être qu'on en aura d'autres une semaine avant, il y aura un gros pic de stress parce que la présentation ne sera pas prête, etc. Et c'est super intéressant de voir comment est-ce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse va s'approprier les enjeux et de quelle manière ils vont réagir, et d'adapter son accompagnement à chaque fois. Et c'est normal. Ben oui, et c'est tant mieux. Bon, Rémi, j'aimerais que tu nous racontes une petite séance, ou comment ça se passait, une séance d'entrepreneur en résidence. Alors, je dis une séance, mais on pourrait dire une session, parce que tu vas pas chez le docteur, tu vas pas chez le coiffeur. Tu vas pas chez le docteur. Bonjour, ça va pas aujourd'hui. Bonjour, ça va très bien. Parfois, tu vas chez le psy quand même. Bon, Julien, là, c'est un peu... J'ai le droit de dire la merde? Oui, alors on a déjà utilisé le mot merde dans cette émission. Super. On a le droit de le réutiliser. Super. Ok, une séance... Avant que tu commences, je peux avoir Ça marche. Je t'en prie, tiens. T'es gentil, Orange. Donc tu veux une séance type avec un entrepreneur en résidence? Avec Julien, en Avec Julien. Alors déjà, c'est commencé par un petit mail. Excuse-moi, je vais avoir 15 minutes de retard. De mon côté, je la mets, pardon. Et ensuite, écoute, l'idée c'était de se fixer des objectifs, puisqu'on était par tranche de 15 jours, donc se fixer des objectifs tous les 15 jours. Très rapidement, et de par l'évolution de ce qu'on voulait faire, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'était plutôt faire un audit à chaque fois des projets, parce que nous on mène plusieurs barques de front, donc à chaque fois on avait un peu une thématique par rendez-vous avec Julien, et il m'apportait justement ses prérequis, ses conseils sur la thématique du jour. Je lui disais un peu là où je voulais aller, et souvent ça se finissait par je peux te présenter un tel, et donc pendant les 15 jours j'avais un petit call avec des personnes pour me driver aussi sur ce que j'étais en train de mettre en place. Voilà, donc c'était plus un regard extérieur, et donc un moyen de challenger
ce que je faisais au quotidien sur la boîte. Je rebondis là-dessus. La notion de challenge, elle est, je crois que ça doit être le mot qui figure le plus dans la lettre de mission qu'on vous confie. On parle de challenge. C'est quoi le challenge? Comment est-ce qu'on challenge et comment est-ce qu'on mesure l'atteinte des challenges? Messieurs les entrepreneurs en résidence. On pose beaucoup de questions qui commencent par pourquoi. Ah. Les 5 pourquoi, ça marche pas mal. Ok, c'est de ma faute, pardon. Voilà, c'est mon bip. C'est la deuxième, j'aurai un taquet à la troisième. Faut que tu redises ce que tu disais avant, je crois. Je recommence? Non, on va pas couper, on va garder. Ah ok. Ouais. Donc, on pose plein de questions qui commencent par pourquoi, pour surtout amener l'entrepreneur à se poser des questions. Les 5 pourquoi, ça marche pas mal. Ouais. Alors j'ai pas les 5... Les 5, juste quand tu poses une première question, un premier pourquoi, généralement tu as une réponse et tu dis un deuxième pourquoi, Ah, ok. un troisième pourquoi, 5. et au bout de 5, généralement tu as la vraie réponse. Ah ouais, ils sont... Ouais. Ok, On est bien câblé là-dessus. Ouais. d'accord. Bah des fois moi c'est 3, C'est des fois vicieux, c'est le 12, mais voilà. Oui, non. Ça dépend. Hyper vicieux. Oui, impitoyable. Ah, pardon, ouais. Donc pourquoi? Mais toujours avec Donc le pourquoi, sourire. voilà, pourquoi amener à se poser les bonnes questions, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu crois ça, les croyances aussi c'est important, on a tous des croyances donc parfois faut les remettre en question. Voilà, pour moi c'est ça le challenger, c'est poser des questions, voilà. J'ai pas de... Et toi? Alors il y a aussi poser des questions, et il y a dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le master plan justement, avec des grands objectifs qui sont exprimés sous forme de résultats vérifiables. Si l'objectif est atteint, de voir si on peut pas essayer d'aller plus loin dans l'atteinte de cet objectif-là, parce que s'il a été atteint en 3 jours, alors qu'on avait une semaine pour le faire, peut-être que si on avait pris la semaine, on aurait pu aller encore plus loin. Et s'il a pas été atteint, c'est soit parce qu'il y a un vrai obstacle et qui est compliqué à contourner ou à surpasser, mais c'est peut-être aussi parce que nous-mêmes on se met des obstacles. Et donc c'est essayer de déconstruire ces obstacles-là et d'inciter à la personne à aller toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut. Et puis parfois aussi peut-être Oula. de fixer des objectifs qui peuvent paraître inatteignables pour l'entrepreneur. Pourquoi? Par exemple avec Romain, Mr Bot, Ouais. sur son projet, Ouais. il me disait ouais mais là j'ai plein de trucs, j'ai plein de projets en cours, j'ai pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Je disais bah écoute là dans 15 jours c'est pas grave, t'essaies de sortir un proto. Je veux pas savoir à quoi il ressemble ton proto, s'il est bien designé ou pas, mais tu sors un proto. Et au final, il s'est rendu compte de sa force de travail aussi, parce qu'il a réussi à sortir des protos qui étaient nickel, quoi. Ça pouvait être commercialisé en l'état. Donc, voilà, challenger, c'est aussi ça, arriver à repousser leurs limites. Et donc là, pardon. Non, vas-y. Challenger, c'est aussi de permettre à la personne de se rendre compte de ses compétences. C'est-à-dire que souvent, on va, pour accomplir une tâche, on va se dire il nous faut un mois. Et en fait, quand on dit il nous faut un mois, généralement, on va s'y mettre la 4e semaine et on va le faire en 1 semaine. Et si on dit à la personne, bah non, en fait, t'as pas un mois là, t'as 1 semaine. Et tu vas voir, tu vas y arriver parce que t'es capable, parce que t'es compétent, parce que t'as toutes les ressources. Et s'il y a des ressources qui te manquent, nous, on va t'aider à aller les chercher. En fait, la personne, en 1 semaine, elle est capable de le faire. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte de quelles sont nos compétences, de gagner en confiance en soi, parce que on parlait de posture tout à l'heure, et la posture, ça passe aussi par la confiance qu'on a en soi et qu'on a dans son projet. Et challenger, c'est aussi valoriser pas que le projet, mais aussi les porteurs du projet. D'un point de vue start-up, si je peux me permettre de compléter, Mais bien sûr. Tu vas voir. hormis tous les conseils et leur personnalité et tout ce qu'ils peuvent apporter à des projets, quand tu es entrepreneur, c'est pas comme quand tu arrives le matin au travail. Être salarié, c'est quand même très confortable. Tu as une feuille de route, tu as des objectifs, tu as un manager, donc normalement tu sais à peu près ce que tu fais et ce que tu as à faire. Quand tu es entrepreneur, le matin tu arrives, ok, donc là je fais quoi? Où est-ce que je veux aller? Et ce qui. Enfin, je pense qu'un des mots qui résume le challenge, en fait, c'est aussi donner un cadre et savoir ce que tu fais d'un instant T jusqu'à un moment dans le futur, c'est super important. Et ça te permet justement d'exécuter. On parlait de l'exécution tout à l'heure, ça te permet juste d'exécuter des choses. Et ne pas exécuter quand tu es entrepreneur, c'est très facile et c'est un cercle vicieux. C'est sans doute, je pense, le pire qui puisse arriver quand tu montes un projet, c'est ne pas être dans l'exécution. Et c'est d'ailleurs un problème qu'on a beaucoup en France. On adore
réfléchir pour réfléchir. Vous en avez parlé, challenger, tout ça, fixer les objectifs, atteindre l'exécution d'un objectif. Comment est-ce qu'on les fixe, ces objectifs ? Vous avez dit qu'il fallait toujours essayer d'aller chercher un petit peu plus haut. Comment est-ce qu'on mesure ? J'aimerais qu'on aborde un thème et qu'on définisse le magnifique KPI. Ici. Là, je sais que ça te fait cliché, mais on est aussi là pour partager. Non, c'est pas cliché, c'est très difficile comme question. C'est hyper difficile comme question et c'est justement pour ça qu'on va le l'aborder. Grand Burger demande de définir KPI. Exactement. Je savais que Grand Burger allait faire ça, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question en amont. Alors, qui se lance ? Tu l'as vu le Grand Burger, donc je te laisse commencer. Il parle pas anglais apparemment. Les KPI, c'est tout simplement de fixer des mesures clés, des indicateurs de mesure de performance, de telle façon à mesurer ce qu'on est en train de faire. Alors les KPI, ils peuvent être très très différents selon les projets. Selon la maturité du projet, selon ce qu'on va... Voilà. Il y en a, c'est tout simplement le chiffre d'affaires. Il y en a, c'est nombre d'utilisateurs, nombre de partenaires, nombre de points de vente, nombre de visiteurs sur son site internet. Voilà. Chaque projet va fixer ses propres indicateurs de performance. Là, on a parlé beaucoup de chiffres, de nombre d'utilisateurs, de tout ça. Mais c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du master plan, je parlais d'objectifs ou de tâches exprimées sous forme de résultats. Parce qu'on ne peut pas tout mesurer avec des chiffres, d'autant plus quand le projet est très jeune. Et donc, les KPI, ça ne doit pas être un sentiment personnel. Ça doit être quelque chose de vraiment palpable, de vraiment vérifiable. Et conjointement défini. Mais si par exemple on est sur la création d'un proto ou la création du produit en tant que tel, c'est pas des chiffres qui vont nous permettre de nous rendre compte si le proto est fonctionnel, si le MVP est prêt, etc. C'est de dire telle fonctionnalité a été développée. Et là c'est vérifiable. Est-ce qu'elle a été développée ? MVP, je le dis, un minimum viable product, parce que j'ai vu que Rémi disait attention, le Grand Burger va s'exciter. Mais on va avoir une émission sur le sujet. Donc no spoil. No spoil, c'est ça. Tout le monde a regardé Game of Thrones, c'est bon ? Si, Non. j'ai regardé, t'as vu ? Ouais. Dingue. Moi j'ai pas vu. Non, pas encore. Ah. Pas le dernier. Donc on va pas vous dire. Là, il C'était- Bon, voilà. Mais donc voilà, il y a effectivement des chiffres qui permettent de vérifier et de regarder l'évolution du projet et donc d'avoir des indicateurs qui permettent de mesurer. Mais c'est aussi des résultats exprimés sous forme de phrases et qui sont vérifiables et qui permettent de se rendre compte aussi si les tâches ont bien été accomplies ou pas. C'est validé. Cool, On peut merci. avancer, Jean-Pierre. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question à vous trois, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté respectivement dans cette phase d'accélération, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Rémi ? Ok, je commence. Tu peux, mais si ça marche. Oui, si tu tout à sèches, fait. on va passer à quelque Non, chose. je sèche pas du tout. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Nous, on suit Startinov Academy en parallèle, on suit en plus un autre programme de développement. L'idée de tout ça, c'est sur le programme de développement, c'est d'assurer un développement technique. Donc on est sur des questions qui sont un peu compliquées. Avec Startinov, au contraire, c'était essayer d'aller voir un peu est-ce que le marché serait prêt à accueillir une innovation comme celle sur laquelle on est en train de travailler. Je tiens à dire que j'en dis pas plus que ça parce que je peux pas pour des questions de brevetabilité. Et en fait, on est arrivé, il y a eu un mot qui a été sorti tout à l'heure, c'est les convictions. Donc le premier rendez-vous avec Julien, moi j'étais plein de convictions, parce que c'est super important d'avoir des convictions quand on entreprend, même quand on dirige un projet. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi les remettre en question pour éviter de se prendre un mur. Et en fait, premier rendez-vous, on a un peu tout remis en question. Ça m'a permis de me forcer à imaginer plus de fonctionnalités à mon produit en développement. Ça m'a obligé à confirmer davantage mes projets de mise sur le marché. Ça m'a permis de déployer plus d'énergie aussi à aller chercher de nouveaux partenaires. Bref, je suis arrivé avec un business plan, un certain business plan. Aujourd'hui, le business plan ressemble plus du tout à ça. Il y a juste le même titre. Il n'est d'ailleurs pas fini, je suis un peu à la bourre. Mais voilà, pour dire à quel point ça a été un vrai virage pour la construction de mon projet. Je vise toujours à faire la même chose, j'améliore le confort et la performance des joueurs. Je vais le faire toujours de la même manière en utilisant de la data. Mais dans la construction et dans l'exécution, ça ne se ressemble plus du tout à ce que c'était. Voilà. On aura l'occasion de nous en parler bientôt. Avec plaisir. Ça marche. Aloïs ? Alors moi, comme on le disait tout à l'heure, ça m'a permis de remettre en question et de remettre en cause
certaines de mes convictions aussi, mais aussi certaines pratiques. J'ai beaucoup parlé du master plan. Nous, chez Pixis, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans. Tous les 6 mois, on refait une grosse journée de master plan, etc. Donc je pensais que la méthodologie, je la maîtrisais parfaitement, que j'avais l'habitude de la faire, etc. Sauf qu'au moment de l'expliquer, au moment de faire de la pédagogie dessus, j'ai dû rouvrir mes bouquins et j'ai dû retravailler certaines choses que, avec la routine, justement, j'avais oublié et que je n'appliquais plus bien. Donc ça m'a permis de me recentrer sur les grands principes et sur les bases des méthodologies. Ensuite, ça m'a permis aussi d'améliorer ma posture en quelque sorte, parce que je reconnais que j'ai commencé la mission d'entrepreneur en résidence avec une certaine appréhension, comparé à Julien qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'avais mine de rien que 2 ans d'expérience. Alors oui, je connaissais plutôt très bien le secteur des headtech et le marché de l'éducation, mais sur tout ce qui est plus structuration d'une start-up, etc., j'étais plus jeune, donc j'ai pu me rendre compte que j'étais capable et que je pouvais apporter aussi quelque chose malgré mes 24 ans et malgré ma petite expérience. Et puis, le dernier point, c'est que c'est un point de vue personnel, on a rencontré des super personnes, pas que dans le studio, aussi dans l'académie. Ça crée un réseau, ça crée des amitiés et d'un point de vue personnel, c'était un super enrichissement. Nous, on n'aime pas trop les studios à l'académie. Je préfère le dire ici. Donc, comme ça, je parle pour tous mes camarades qui me soutiennent d'ailleurs. Élitiste. Julien. Tout pareil. Tout pareil. Toi non plus, t'aimes pas les studios? Merci, chef. Non, tout pareil, ouais, surtout des rencontres intéressantes. Voilà, pareil, ça m'a permis de me remettre en question. La meilleure façon souvent de préparer ce type d'exercice, c'est de se remettre aussi en question soi-même avant de remettre en question les autres. Donc j'ai vécu ça à peu près comme toi, quoi. Voilà, de la même façon. J'ai pas grand chose de plus à... Je peux rajouter une chose sérieuse pour le coup là, Bien cette fois-ci. Tu parles de rencontres et donc de réseau. Le vrai avantage, donc c'est organisé par le SPN, donc c'est un réseau. Moi, c'était pas mon réseau d'origine puisque à la base je suis parisien et ce qu'on m'a toujours dit et ce que je considère être vrai, quand tu as une opportunité, il faut la saisir. Et cette opportunité-là, c'est aussi d'intégrer, que ce soit de votre côté ou d'une autre, c'est de rencontrer des gens. Et donc ces rencontres-là vont nous permettre d'étoffer notre réseau. Et à chaque fois d'avoir des nouvelles expériences et de continuer à construire le projet grâce à ce réseau qui grandit. Et tu vois, j'ai fait une conférence au HQ par Julien justement sur l'e-sport, alors que il y a 3 mois on se connaissait pas, ce qui me permet de rencontrer d'autres personnes, potentiellement d'aller faire du business ou alors d'aller agrémenter mon projet avec des nouvelles briques, parce qu'à force de discuter, t'es inspiré et tu développes justement tes connaissances. Voilà. Je pense que c'est indispensable quand t'es entrepreneur pour sortir des sentiers battus et toujours te challenger, de faire des nouvelles rencontres en disant mais c'est vrai que tout ce qu'il me raconte là c'est intéressant, pourquoi est-ce que je fais pas ça, ou voilà, il a enfin la réponse à ce que je cherchais depuis 6 mois et ça débloque. Et c'est vrai que ces opportunités-là, quand on intègre un programme comme celui-ci où on multiplie les rencontres, ça c'est une vraie richesse, c'est l'une des principales richesses je pense. Puis moi je crois beaucoup au principe systémique, donc je suis convaincu que ce qu'on a vécu là pendant quelques mois, ça aura peut-être aussi des répercussions plus tard, mais qu'on ne mesure pas encore. On dirait qu'on sort d'une émission de télé-réalité, tu sais. C'est de l'investissement. On vient de passer 6 mois enfermés. C'est de Mais l'investissement. au sens noble, c'est de l'investissement, c'est pas bien sûr. seulement financier, c'est je donne aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Ouais. Merci. Merci à tous les 3. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose, préciser des... Ah si, si on n'a pas fait la question de l'anecdote. J'allais oublier. Le truc, une anecdote drôle. Aloïs m'a dit j'en ai pas. Non. J'en ai pas. Ah, t'as eu le temps de préparer la question? Ouais. Il y a Ce que je lui ai dit hier soir au téléphone. Ça marche. Julien, un truc qui t'a marqué, un truc drôle? Un truc drôle qui m'a marqué. Ouais. Il n'a pas, c'était jamais drôle. Pendant le starting? Ouais, pendant l'accompagnement avec Julien. Ok. Toi aussi peut-être? Moi, ce qui s'est passé à Brest reste à Brest, dans tous les cas. Ce qui s'est passé à Brest reste à Brest. On en a déjà parlé. Si, ouais, j'ai une petite anecdote avec mon potager d'à côté. Ouais. Où elle va pas être du tout contente que je dise ça. Mais je lui dis, tu sais, pour te faire connaître, tu peux faire du Google AdWords en mettant comme mot-clé tes concurrents. Il me dit, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est pas du tout éthique, Julien. C'est pas éthique du tout. Je dis, si, c'est ça, c'est un peu ça la compétition quand même. Donc voilà, ça Je l'avait. suis d'accord avec elle, ça me met mal à l'aise quand même. Elle l'a fait? Je crois qu'elle l'a fait, ouais. Pas bien.
pour la déléguée de classe, c'est pas top. Hein. Ouais. Il y a mieux comme Ouais. modèle. On a dit dans l'émission Vas-y. précédente qu'elle était déléguée de Ah bah classe. voilà. Voilà. En plus les gens le savent déjà. Ouais. Puisqu'il faut une anecdote quand même, qui est maintenant j'en rigole, sur le moment un petit peu moins. Par moment, la mission d'entrepreneur en résidence, c'est aussi être un peu un prof d'école. Et c'est être obligé de rappeler qu'il y a des devoirs à faire, qu'il y a un entretien le vendredi après-midi, que de rappeler les personnes 5 ou 10 minutes avant parce que t'as pas de nouvelles et que t'as déjà rappelé le matin et que t'as déjà relancé plusieurs fois. Et en fait, au-delà de maintenant, j'en rigole parce que en prenant du recul, mais en fait, ça permet aussi de se rendre compte que quand on est entrepreneur, souvent, on a la tête dans le guidon. Et que Et qu'on ait une tête brûlée. et qu'on ait une tête brûlée et que ce qui rentre pas dans les priorités qu'on s'est définies pour la semaine, même si on sait que c'est important d'avoir cet entretien avec l'entrepreneur en résidence, etc., parce que les entrepreneurs en résidence sont géniaux et tout ça. Ouais. C'est pas forcément la priorité parce qu'il y a un produit à développer, parce qu'il y a des rendez-vous clients à faire, etc. Et donc ça permet aussi de se rendre compte comment est-ce que nous on a pu être précédemment avec d'autres personnes qui nous ont accompagnés. Et donc c'est pour ça que maintenant, avec le recul, ça me fait rire. Sur le moment, ça me faisait un peu moins rire. Je comprends. Le programme manager, il rigole pas tout le temps non plus. C'est comme ça. Une anecdote, Ouais, non. comme tu veux. Bah si, vas-y. Ah mince. Non, j'ai pas un moment inoubliable. Ouais, première session de pitch au Startinov, donc on Le sort. kick-off. Ouais, donc il y a du monde dans la salle. Mm. Faut savoir une chose, c'est que là ici on est à Cobalt, donc au cœur de Poitiers. Et ce qui est génial, c'est que c'est à 5 minutes de la gare. Donc comme il y a des déplacements à faire, c'est parfait. Le train arrive. Je crois qu'il restait un pitch avant moi. Donc là, j'ai tapé le sprint de ma vie. Ce qui m'a fait réaliser d'ailleurs qu'il était temps que je me remette au sport. Et pitcher après une grosse course et démonter d'escalier, mais vraiment c'est long. J'invite tous ceux qui passent par Poitiers à faire ce chemin-là. Donc et vous à êtes voir deux ce à que j'ai nous avoir vécu. fait cette petite histoire. Exactement. Il y avait Julien de Mr. Bot. Romain. Il y avait Roman, Mr. Bot. Je vais pas y la arriver. refasse parce que c'est Non, pas- non, c'est mais, pas non, mais en l'idéal fait, de pas connaître c'est son bon, nom. c'est un gag D'accord, ok. maintenant dans l'émission. Il t'a raconté la même chose que moi? Bah oui, Tu l'as marqué? vous êtes Ah bah en arrivés même tous temps les deux en c'était même temps. ah bah ouais c'était un truc voilà donc pitcher devant Essoufflé. tout ce beau monde, essoufflé en sueur, sans voix, déshydraté, ouais c'est Mais pas ça, mal. c'est pas du Et là bah écoute nickel, c'est qu'on est bien coaché. Voilà. Voilà. Bon, cette fois, vraiment merci à tous les trois. L'émission se termine. On se retrouve pour une prochaine émission très bientôt avec une nouvelle thématique. Encore merci et Valar Morghulis.